l'époque, j'habitais Toulouse et passant un concours dans l'administration, donc je suis venu habiter à Paris. À Paris, j'habitais chez une tante à Orly. Et là, j'ai eu de la connaissance, j'ai vu un groupe de jeunes qui commençaient eux-mêmes, qui étaient dans leur début de leur judaïsme, dans le début de leur teshuva, et que j'appréciais beaucoup d'ailleurs, et régulièrement, Shabbat surtout, et j'allais étudier avec eux dans des cours. Et concrètement, donc, ces jeunes parlaient d'un rabbi, parlaient d'un tzaddik qui habitait aux États-Unis. Personnellement, j'ai toujours pensé, j'ai toujours voulu connaître un rabbi, un tzaddik. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. L'image que j'avais, c'était l'image des vieux rabbins d'Afrique du Nord. C'est la seule image que j'avais. Mon père était chamash à Toulouse, dans une synagogue de Toulouse, donc venant d'un milieu traditionnaliste. Donc, mais personnellement, ce sentiment d'un tzaddik, c'est quelque chose qui me touchait, qui me prenait à cœur. Et donc, quand ces jeunes de la communauté d'Orly me disaient qu'il y avait un rabbi, un tzaddik, j'étais quelque part sensibilisé par ce qu'il pouvait dire, par ce qu'il pouvait raconter. Malheureusement, je n'ai jamais pu aller. Il y avait un rabbin qui venait sur Orly une fois par semaine. Malheureusement, je ne pouvais jamais aller au cours parce que je travaillais le soir, je travaillais précisément de 17h à 24h. Et donc, les cours, quand il venait, je ne pouvais pas y aller. Et donc, je dois bénir un 14 juillet 1970, qui était aussi pour moi une véritable révolution. Ce 14 juillet, donc c'est jour férié. Donc j'ai dit, puisque c'est un mardi, je vais aller au cours. Et c'est comme ça que pour la première fois, j'ai rencontré un Rav Azimov, moulé. Il m'a tout de suite impressionné pour la simple et bonne raison, c'est que c'est la première fois que je voyais quelqu'un avec une barbe entière. Et donc c'est quelque chose de significatif quand on vient de la province. Quand on vient de Toulouse où malheureusement ce genre de personnage n'existait pas, du moins pas encore. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de connaître Rav Azimov. Et après le cours, il m'a dit « Est-ce que tu pourrais venir voir le rabbi ?» Je lui ai dit « On peut voir le rabbi ?» Pour moi, c'était impossible, c'était inouï. Mais oui, bien sûr, tu veux venir pour les fêtes de Tishri, et tu viens à New York. Je lui ai dit, écoute, en principe, le mois de Tishri, je garde mes congés annuels, je vais chez mes parents à Toulouse, et si je peux venir, si j'arrive à me libérer, éventuellement, je viendrai Chol Hamoed Sukkot. Et donc, Tishri arrive les vacances, je pars à Toulouse voir mes parents, et je prends donc un billet. Pour Chol Hamoed Sukkot, je prends un billet pour 3 semaines, en prenant avec la compagnie de la Loftleder, une compagnie islandaise. Arrivé à New York, vous savez, c'était pas comme aujourd'hui où il y a des dizaines et des dizaines de voitures qui arrivent, ou des touristes qui arrivent des 4 coins du monde, où il y a des centaines et des centaines de personnes dehors. Non, c'est pas le cas. Il y avait très peu de taxis qui arrivaient d'aéroport. Donc dès que quand je suis arrivé, une dizaine de garçons sont précipités pour savoir qui arrivait. Il n'y avait pas tellement de monde. Et donc, qui es-tu, d'où tu viens? On parle en anglais, on parle en hébreu. Je fais comprendre que je suis français. Alors tout de suite, on appelle des Français. Il y a un Français qui vient d'arriver. Donc c'était sur la Moed Sukkot, donc je n'étais censé ne pas avoir mangé dans l'avion. Et donc tout de suite, on m'amène dans la soukha. Qui t'a envoyé? Je ne sais pas. Je ne connaissais pas son nom, je ne savais pas comment il s'appelait. Je ne sais pas. Rav Azimov, Moulet, Zisline, je ne sais pas. Alors on m'a amené dans une soukha, on m'a servi à boire, on m'a apporté des gâteaux. Et puis bien sûr, qui t'a envoyé? Je dis, je ne sais pas, c'est quelqu'un que j'ai connu, que j'avais vu qu'une seule fois, que j'avais vu donc à ce fameux cours à Orly. Et donc, il y avait l'époque, c'était celui qui m'a pris en charge à ce moment-là, c'était Yosef Matuzov, qui est chaliach à Toulouse. Et donc à un moment donné, il y a Moulet qui arrive. J'ai dit c'est lui. Donc je ne connaissais pas son nom, j'ai dit c'est lui. Je l'ai reconnu, il n'avait vu qu'une seule fois, mais tout de suite j'ai reconnu que c'était lui. Et donc ça c'était mon premier contact que j'ai eu avec Rav Azimov. Et bien sûr quand chez l'Arabie, pour moi c'était un flash exceptionnel.
commencé en 1977. On a voyagé chez le rabbi pour les 75 ans du rabbi. Donc c'est Yehuda Levinson, c'est-à-dire qu'on a voyagé 48 heures, aller-retour. On est venu pour Yehuda Levinson, on est reparti le lendemain. Et donc, mon père était gravement malade. Il était à Toulouse. J'ai pas voulu aller le voir. Enfin, ça fait à peine 3 mois. Il était malade depuis Hanouka. Et donc, j'ai dit que je vais d'abord demander une bracha au rabbi. Donc, on part pour Yehuda Levinson. Et bien sûr, c'est un Yehuda Levinson exceptionnel, une très très grande simra. Comme on sait très bien, les 75 ans du rabbi, c'est une allusion aux 75 ans d'Avraham Avinu, etc. Donc, vraiment, c'est vraiment une très grande simra. Et donc, sur le chemin du retour, dans l'avion, j'étais bessimra comme tout le monde. Et je me mets à chanter, comme tout le monde. Bouli me dit, pourquoi tu chantes toi? Qu'est-ce que tu chantes? Comme une gifle, il m'aurait donné, ça m'aurait fait moins mal. Je n'ai pas compris. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il lui prend, Bouli? J'ai été vraiment vexé, mais étonné, parce que ce n'était pas son langage, c'est pas sa façon de parler, c'est pas sa façon d'être. J'étais vraiment très choqué profondément. Et je dis rien. On arrive à Paris, on débarque à Paris. J'étais avec ma femme. On rentre à la maison. On habitait pas très loin ici, rue de Lettres, une petite rue à côté. On avait un petit appartement de 2 pièces à côté. Et donc, c'était donc Yud Gimel Nissan. La veille, l'avant-veille de Pessah. Ma femme m'avait préparé bien sûr toute la maison pour Pessah, puisqu'elle savait très bien qu'on n'aurait pas le temps de le faire en rentrant. Donc, on est à la maison. Et puis, tout à coup, je vois, on tape à la porte. Je vois débarquer Moulé avec mon beau-frère. Moulé. Je comprends pas. Il me regarde. Il me dit, il faut que tu partes à Toulouse. Donc il m'annonce concrètement que mon père est niftar. Le jour même, avec ma femme, on est parti sur Toulouse. En quoi cet événement est fort? C'est pas le fait qu'il m'ait annoncé cette chose-là, mais c'est la sensibilité que Moulé lui-même avait. C'est un homme d'une très grande finesse. C'est un homme d'une très grande intelligence. C'est un homme qui savait analyser les situations et savoir comment se comporter dans toutes les situations. Ça, c'est quelque chose de Moulé, je lui en sais gré. Moulé n'était pas un rave. Moulé était un ami. Il était un frère. Il était un mashpia. Il était tout à la fois. Ça veut dire que autant il vivait les joies qu'on pouvait partager, autant il ressentait, il vivait des moments moins agréables. C'était quelqu'un qui se donnait entièrement dans ce qu'il faisait. Et ça, on le vivait, on le sentait. Ça, c'était Moulé. Et dans toutes les situations. Et ça, c'est le lien qu'on avait avec Moulé au début du groupe, surtout au début du groupe, parce qu'il nous a tout donné. Il nous a tout appris. Aussi à notre époque, on voit que le rabbi tient ferme dans les nyonim qui sont de Teiro mitzvahs, que ça c'est das Teiro, comme le rabbi l'a dit. On était comme, on arrive d'un monde, et il nous a pratiquement pris dans ses bras, comme on prend un enfant qu'on éduque. Mais pas avec la cravache, pas avec la sévérité, avec des mots doux, avec partager les événements, partager les émotions de chacun. Ça, c'est ce que je retiens de Moulé. Et j'ai pu le voir, ça c'est un épisode que j'ai vécu avec lui. Et dans d'autres situations, pas seulement moi, mais chacun pourrait dire exactement la même chose par rapport à un vécu individuel. La grandeur de Moulé, c'est qu'il nous a donné, il nous a transmis, des fois avec des mots durs. La chance qu'on avait, c'est qu'on était dans une position d'accepter. On acceptait facilement. Et de ça, on doit le remercier.
Aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à tout remettre en question. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu fais ça? Et chaque chose qu'on va dire à quelqu'un, quel que ce soit, bon, ok, il va écouter, il va faire le contraire de ce que vous lui avez dit. Et ça, des situations pareilles, on en trouve tous les jours avec chacun. Cette chance qu'on avait au début du groupe avec Moulin, on prenait à cœur tout ce qu'il nous disait. Et on savait que c'était profond, c'était par amour, c'était par amitié, c'est parce qu'il voulait qu'on soit des chassidim. Ce que le rabbi attendait de chacun d'entre nous. Ce que le rabbi attend de chacun des chassidim. Ça, c'est, Moulay, il nous a rien caché. Aussi bien de sa vie personnelle, dans son comportement individuel. Moulay disait toujours, le rabbi Moulay parle au nom de rabbi, un chassid n'a pas de vie privée. Private life, ça ne doit pas exister. Un juif, un chassid, il vit pour les autres. Ça veut dire que la maison doit être ouverte 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'il faut être prêt à sortir 24 heures sur 24 pour aider un autre, pour aider qui que ce soit, même quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que lui-même était comme ça. Parce que le rabbi lui-même était comme ça. Moulay, c'était Dougma Chaya. Quelqu'un de vivant. Il a été, de la même façon que Tzadikim domine les Boram, les Chassidim, et Moulay en particulier, dominent le rabbi. C'était l'image, la retransmission du rabbi à notre niveau à nous. Donc, ça, c'est le lien qu'on avait avec Moulay, enfin, parce que, en ce qui me concerne personnellement. Et je suis sûr que tout un chacun pourra raconter autant d'histoires qu'il a pu vivre, qu'il a pu sentir, aussi bien dans les émotions que dans les actes, dans les paroles. Et ça, quelque part, c'est ce qui a fait notre force. C'est qu'on n'a jamais remis en question, enfin du moins pour la majorité des anciens. On rentrait en Yéredout, les couples, les familles rentraient en Yéredout, mais donc les couples sont rentrés, et à chaque personne qui rentrait en Yéredout, le rabbi donnait $1. Et donc le couple, le rabbi donnait au mari ou à la femme $1. Donc on était le groupe des Français, on passe. En sortant de Yéredout, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 couples qui n'ont pas reçu $2 du rabbi. Moi, j'étais un de ces couples. Il n'y a rien du tout. Je ne me sens pas lésé. Ça m'aurait fait plaisir. J'ai pas eu, c'est pas. Mais les deux autres ont parlé. Les 2 autres couples ont parlé. Les autres couples se sont plaints. Ils sont plaints, ils disaient Moulay, pourquoi le rabbi ne nous a pas donné? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi nous? Moulay, il a parlé à Rav Goner. Rav Goner, il a parlé au rabbi. Le rabbi dit il faut qu'il rentre à nouveau en Yéredout. Moulay vient me voir, il me dit Roland, tu dois rentrer en Yéredout toi aussi avec ta femme. Je dis pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas reçu $. Moi j'ai pas demandé $, moi j'en veux pas. Le rabbi ne m'a pas donné, il sait ce qu'il fait. Le rabbi sait très bien ce qu'il fait. Pas du tout, je ne voulais absolument pas rentrer. Et Moulay, il insiste, il faut absolument rentrer comme les autres, pas faire de différence. Je suis rentré, on est rentré tête basse. Aux 2 autres, le rabbi leur a dit pourquoi vous n'avez pas demandé? Nous, le rabbi nous a donné $13. Pas le 1, 13. Et il nous a inondé de brachot. On était 13 dans la famille, exactement, 13. J'ai eu 10 enfants, ma femme et moi, et puis un enfant qui est parti à la naissance. 13. Le rabbi ne comptait pas, hein. Le rabbi prenait une table, et comme ça, il ne compte pas. Le rabbi, pas devant toi, il va compter. Non, il prend une liasse, il te donne. Comme ça. On est $13. Donc voilà, ça c'est des épisodes qu'on a vécu, tout ça grâce à Moulay. Tout ça grâce à Moulay, il nous a fait mériter ces choses-là.